C'est l'heure d'un invité de Paris Direct et ce matin, cet invité, c'est vous, Elias Sambar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes poète palestinien, vous avez notamment été ambassadeur de Palestine auprès de l'UNESCO, traducteur aux accords d'Oslo, vous faisiez partie de la délégation palestinienne lors des négociations sous l'égide des États-Unis dans les années 90. Et puis depuis plusieurs mois maintenant, vous êtes à l'initiative de cette exposition « Ce que la Palestine apporte au monde », c'est à voir à l'Institut du monde arabe à Paris, exposition qui a été prolongée, qui court jusqu'au 31 décembre maintenant. Exactement, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Un mot d'actualité, évidemment, pour commencer. 20 000 morts annoncés à Gaza par le Hamas. La réaction internationale est-elle à la hauteur de ce bilan très lourd ? Non, notamment que, et hélas, les chiffres, une fois que cette guerre va un peu se dissiper, seront infiniment plus lourds, parce que nous pensons qu'il y a des milliers de morts, de dépouilles, sous les gravats des immeubles. Il n'y a pas de matériel pour déblayer à Gaza. Et vous savez, il y a des milliers de bâtiments qui sont écroulés sur leurs habitants. Et Dieu sait ce qu'on va trouver. On ne va pas en être à 18 000 ou 20 000 ou 22 000, hélas. Donc c'est une hécatombe, hein. C'est un massacre. C'est un massacre qui suit un crime de guerre qui a été commis le 7 octobre. Le problème, c'est qu'on ne répond pas à un crime de guerre par d'autres crimes de guerre. Et nous sommes, depuis maintenant 70 jours, dans une situation de crime de guerre en continu. C'est presque une première historique et mondiale atroce, mais c'est le cas. Et le monde ne réagit pas, c'est très étrange, le monde ne réagit pas parce que nous entendons même des propos, quand même, je dois le dire, ignobles. Parce que quand il y a des réactions, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de victimes civiles. C'est hallucinant d'entendre ce trop. C'est-à-dire, je voudrais bien que quelqu'un me dise à combien de dépouilles il faut commencer à dire c'est un crime ou pas un crime. Qu'est-ce qui est suffisant comme mort? On est vraiment dans une situation aberrante, mais une situation grave, parce qu'elle dit aussi que le droit international n'est plus en train d'être appliqué. Nous sommes à la veille d'une période, et je pense que nous devrions tous être extrêmement inquiets, qui déborde le conflit, oui, qui fait que nous entrons dans une zone où, quand même, qui est inaugurée par cette phrase magnifique d'un ministre israélien qui dit qu'il est temps de licencier le secrétaire général de l'ONU. Parce qu'il a demandé une trêve humanitaire, hein, c'est pas parce qu'il a voulu faire la guerre. Il veut une trêve pour les civils et ce ministre israélien dit, bon, il est temps de le licencier. Nous sommes en train d'entrer dans une période qui est pas née aujourd'hui. Ça fait des années que cela se passe, qui vise un peu à sortir l'ONU en tant que telle du jeu. Et en sortant l'ONU du jeu, à sortir les règles du jeu, c'est-à-dire le droit international. Et là, c'est également une des conséquences extrêmement graves d'un conflit qui est strictement israélo-palestinien, mais qui déborde maintenant dans des conséquences mondiales. Et on se demande, hein, je ne sais pas si on va y arriver, si au sortir de ce conflit, on ne va pas se trouver face à une jungle. Il n'y a plus de règles et le plus fort dictera ses volontés. En tout cas, il y a une étape qui a été franchie. On a l'impression que dans ce conflit, chacun a l'impression que son existence est menacée. Que ce soit les Israéliens après les attentats atroces du 7 octobre, les Palestiniens avec le début de cette opération inédite à Gaza. Est-ce qu'on va vers davantage encore de radicalisation de part et d'autre ? Vous savez, c'est déjà très radicalisé. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'Israël va s'arrêter? La réponse est non. Aujourd'hui, les Israéliens, tant qu'ils n'ont pas atteint leur cible, celle qu'ils ont annoncée, vont continuer. Est-ce que les Américains vont continuer à tergiverser? Et là, la réponse est oui. Je vais vous donner un détail. Vous savez qu'il y a en ce moment le projet de résolution pour un cessez-le-feu qui est en négociation. Il bloque sur des termes, parce qu'il y a beaucoup de tentatives pour que les États-Unis n'utilisent pas leur droit de veto et dans le mieux des cas, qu'ils s'abstiennent. Il y a un mot qui ne passe pas, que les Américains ne veulent pas voir, qui est le mot arrêt des hostilités. Ils veulent suspension des hostilités. Et ça bloque sur cela. Quand vous dites « je ne veux pas qu'il y ait d'arrêt des hostilités », c'est-à-dire je fais une pause durant laquelle je rentre quelques aides, je rentre des médicaments, je rentre du fioul,
après, les bombardements reprennent. Les Américains veulent que ça aille jusqu'au bout. Or, le problème, et ça c'est une chose quand même très, très, très nouvelle, l'armée israélienne, une des meilleures du monde, au bout de plus de 70 jours de bombardements intensifs, de victimes civiles, n'a pas atteint ses buts. Il y a quand même, je ne suis pas en train de dire le Hamas a gagné ou perdu, mais la totalité de la société israélienne attend qu'on lui dise ça y est, c'est fait. Eh bien, ça n'est pas fait. Et parce que de la même manière, il n'y a pas non plus de réelle tentative de la part du Hamas de mettre fin à tout ça non plus. Il y a une escalade également. D'où l'objet de ma question. Quand est-ce que cette concurrence des radicalisations va s'arrêter? On a des responsables extrêmes, en tout cas radicalisés, qui entraînent des civils avec eux, qui n'ont souvent rien demandé, qui sont israéliens. Attendez, mais vous savez, si ça s'arrêtait, le Hamas aurait la victoire. Donc ne me dites pas qu'il n'a pas intérêt à ce que ça s'arrête. Au contraire, c'est les Israéliens qui ne veulent pas que ça s'arrête, parce que si ça s'arrête, c'est une défaite pour l'armée israélienne. Ils sont pas sur le même, dans les mêmes plateaux de jeu quand même. On est dans une situation très, très, très différenciée entre les deux camps. Non, le Hamas a tout à fait intérêt à dire ils n'ont pas pu, nous sommes encore là, ils ont perdu. Donc bien sûr qu'ils veulent que ça s'arrête. Mais pour le moment, tant qu'Israël bombarde et massacre, c'est un massacre de population civile, le Hamas continue à riposter. Et cela dit, la grande surprise, c'est que face à cette armée qui est considérée, encore une fois, comme une des meilleures du monde, avec un armement, une technologie incroyable, quand même, on a les images, il y a des hommes en tongs sont en train de sortir et d'attaquer la troupe. Il y a des pertes, il y a surtout une impuissance à faire plus. Et les gens, ceux qui nous regardent doivent savoir, la place est minuscule. Ce déploiement gigantesque de force de l'armée israélienne s'exerce dans un rectangle de 36 km sur 10. Ah oui, c'est un mouchoir de poche. Alors, si dans cela, on a alors des communiqués, ça y est, on maîtrise le nord, le sud. Quand on entend parler du nord et du sud et du centre de Gaza, on a l'impression qu'on est dans une province chinoise. On parle de quelques kilomètres. C'est minuscule. Vous pouvez, les 10 kilomètres, vous pouvez les faire à pied. Ouais. Vous comprenez? Donc, il y a une impuissance réelle et je pense qu'il y a des représailles. Plus l'impuissance se manifeste, plus il y a des représailles contre la population civile. Et c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Alors, vous parliez tout à l'heure de paix. Je crois que cette façon de faire rend une éventuelle reprise des négociations, des discussions extrêmement précaire. Extrêmement précaire. Il ne faut pas se faire d'illusions. On est entré dans une étape qui est en train de... D'une part, il y a un carnage, il n'y a pas d'autre terme. Hélas, nous avons des milliers d'enfants morts, mais également qui est en train de mettre à mort tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en processus de dialogue, de rapprochement. On va au lendemain de cette guerre se trouver avec deux camps irréductiblement éloignés l'un de l'autre. Ouais. Vous avez été traducteur à l'occasion des accords d'Oslo. Je le disais, vous faisiez partie de la délégation palestinienne. Je n'étais pas traducteur, j'étais le chef de la délégation pour les réfugiés. Pardon. Et vous avez participé... C'est plus compliqué que la traduction. Aux négociations sous l'égide des États-Unis pendant les années 90. On évoquait la solution à deux États. La plupart des dirigeants dans le monde appellent à une solution à deux États. Mais c'est devenu une forme... Même des pays à intérêt opposé, d'ailleurs, appellent à une solution à deux États. C'est possible encore aujourd'hui ou c'est... Non, aujourd'hui, non, je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, pendant des années, ces États ont été absolument responsables et gravement responsables du fait que cet appel aux deux États est devenu une forme de litanie rassurante. Rien n'a été fait. Et on l'a beaucoup dit, on le claironne, on revient dessus dès que ça se gâte, mais rien n'a été fait. Donc la colonisation sape ces efforts. On passe à une chose concrète. Si vous voulez l'appliquer où? On sait, puisqu'on a négocié les deux territoires. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec les 500 000 colons armés irréductiblement opposés à cette histoire des deux États? Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis d'un Premier ministre actuel qui a passé son temps à faire en sorte que cette idée des deux États ne prenne pas corps? Quand même, Netanyahou a, pendant toutes les négociations, joué le fait qu'il négocierait, mais empêcherait l'avènement de ces deux États. Comment voulez-vous faire? Et surtout, aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, beaucoup d'Israéliens commencent à le dire, si vous voulez appliquer, c'est rendre concret l'émergence des deux États, vous allez vers une guerre civile en Israël, c'est ce que les colons disent. Vous voulez
vous voulez, c'est guerre civile. S'il y a un camp israélien qui veut les deux États et un autre pas, c'est guerre civile. Donc il y a un chantage gravissime et je ne crois pas que les partis extérieurs qui pourraient dire, voilà, nous allons mettre en œuvre des moyens, faire pression, essayer, je ne crois pas qu'elles s'impliqueront dans ce cas de figure. Donc les colons, et je le dis avec beaucoup, beaucoup de peine, tiennent la situation. Ils sont au pouvoir en Israël, ils sont au gouvernement et ils bloquent toute éventualité de sortir par le haut. Elias Sambar, dans ces conditions-là, parler de Palestine, c'est parler de quoi aujourd'hui? C'est plus un sol, c'est une idée. Vos parents ont connu la Nakba, vous êtes né là-bas, mais vous avez grandi en exil comme une, deux, trois, quatre générations. C'est une période très dure, mais réduire 13 millions de Palestiniens obstinés sur leur droit à une idée et quand même aller très très vite en besogne. Non, les Palestiniens sont là, ce peuple est là, il souffre, il passe d'une crise à l'autre, il paye à chaque fois des prix très lourds, mais ça fait un siècle que ce conflit dure, un siècle, 1917 ça a commencé. Il n'y a jamais eu un jour de calme, mais jamais nous n'avons renoncé à nos droits et à l'égalité. Nous allons continuer. C'est très dur. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la fanfaronnade. C'est très, très dur. Nous avons des milliers d'enfants morts, mais nous allons jamais nous arrêter de réclamer nos droits. Et nous sommes forts parce que nous avons une très longue patience et un souffle tout à fait surprenant. Mais nous payons très, très cher. Et j'ai bien peur que l'avenir soit encore plus lourd. Cette identité palestinienne, elle passe notamment par la culture. C'est ce que vous avez essayé de transmettre à l'Institut du monde arabe avec cette exposition qui se poursuit encore pour quelques jours et qui a été d'ailleurs rallongée au vu de son succès, ce que la Palestine apporte au monde. C'est ça la genèse du projet, faire vivre l'identité palestinienne à travers notamment la culture. Oui, bien sûr. Non, c'est pas faire. Elle n'a jamais disparu en réalité, l'identité palestinienne. Nous l'avons toujours portée, elle nous porte. Non, c'est amené dans des conditions que nous n'avions jamais eues. On a mis à nos dispositions 4 salles pendant 7 mois. C'est un fait unique au monde, et on n'a jamais eu une chose comme ça. Une possibilité, et il faut se remercier encore une fois, et la présidence et l'Institut du monde arabe, sinon on n'aurait pas eu la possibilité. C'est l'idée est de dire à quel point ce peuple de Palestine, d'ailleurs, qui n'a pas disparu, comme vous le disiez, et qui ne disparaîtra pas, est porteur d'une obsession culturelle. Elle n'est pas neuve. Nous avons toujours eu ce caractère, et nous avons toujours été considérés d'ailleurs comme l'élite culturelle du monde arabe. Ça, vous savez, c'était la phrase qui revenait tout le temps. Donc ça n'est pas nouveau. Par contre, cet aspect, cette composante profonde de l'identité de la Terre Sainte et de la Palestine a été quand même beaucoup recouverte par le conflit. Et c'est normal. C'est la première fois que nous avons l'occasion, parce que le conflit, c'est donc l'idée de la mort, l'idée des disparitions, l'idée des bombardements, ainsi de suite. Mais c'est la première fois que nous avons l'occasion, à travers la culture et dans 4 salles, pendant une longue durée, de dire que nous optons également pour la culture comme un levier de vie et non pas de mort. Donc cette exposition, c'est pour dire que nous sommes très vivants, nous sommes très actifs. Et pour la première fois, nous avons l'occasion de vous montrer qui nous sommes et cette obsession qui a toujours été la nôtre, celle de la culture et des connaissances. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Elias Sambar, je rappelle qu'il reste une dizaine de jours avant la fin de cette exposition. Elle se poursuit jusqu'au 31 décembre, ce que la Palestine apporte au monde, et donc à l'Institut du monde arabe. Encore merci d'être venu sur notre invitation. Et merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct sur France 24.